Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog en déplacement dans lequel je vais te détailler, enfin te partager ma stratégie de retour en France. Si j'arrive à trouver le chemin, d'après ce que me dit le GPS, je suis sur la bonne voie. Bon, bienvenue en Estonie. Les routes, ça me dit tout droit. C'est pas rassurant, mais bon, c'est pas grave. Dans cette vidéo, j'avais fait une vidéo où je partageais le fait que j'allais faire un retour en France en fin d'année 2023 et je vais te partager dans ce vlog d'une manière simple, d'une manière discussion en voiture, les choix de pourquoi je fais ce choix, les raisons de ce choix et essayer de détailler le plus possible les possibilités. Même si je vais me faire assassiner par des impôts. Ouais, c'est vachement pratique, merci Waze. Waze pour te faire éviter les bouchons, limite il te ferait passer sous la mer. Si tu n'es pas abonné à cette chaîne, pense à t'abonner, pense à mettre un like. Les haters se sont relativement autonomes, il faut les saluer pour ça, pour mettre des dislikes. Pense à dire ce que tu en penses. Est-ce que tu serais prêt à faire ce choix dans les commentaires? Et également, rejoins-nous sur le Telegram. Sur le Telegram, nous sommes plus de 3000 entrepreneurs pour du contenu exclusif, du partage dans lequel tu peux intervenir. Pense également à t'abonner au podcast DM pour 10 millions. C'est un format que je co-anime avec un expert dans son domaine qui est l'immobilier et qui fait partie des raisons pour lesquelles je vais rentrer en France. Et ça va te permettre d'écouter ce podcast et c'est les retours que j'ai. Cela va te permettre d'obtenir quelque chose que même des formations payantes n'offrent pas. C'est une vision stratégique. Et dans cette vidéo, on va parler du constat. Quel a été le constat qui m'a poussé à ce raisonnement qui peut paraître contre-productif. Et c'est un raisonnement patrimonial et pas fiscal, comme tu peux t'en douter. J'enregistre ce vlog au départ de l'Estonie. Je quitte Tallinn. On est dans la banlieue de Tallinn en Estonie, où j'ai rencontré des entrepreneurs et notamment ces vlogs en voiture sont le partage d'une expérience. C'est pas scripté, ça n'a pas pour but d'être du storytelling, c'est pour te partager également les rencontres que je peux faire et que tu puisses obtenir de la même manière la valeur que je reçois au travers des rencontres. Je salue Cédric de la chaîne Youmento que j'ai enfin rencontré. Ça m'a fait un énorme plaisir, je dirais. Ça fait bizarre dit comme ça, mais ça a été un très très grand plaisir de le rencontrer. Nous l'avons interviewé sur la chaîne, je te mettrai le lien. J'ai également revu Rémi de la chaîne Parlons Long Terme. Si tu aimes la bourse, la stratégie long terme en bourse, je te conseille vraiment de suivre sa chaîne. Je l'ai interviewé également sur sa chaîne et tous les interviews que je fais, c'est fait sans affiliation. Donc ce n'est pas pour te vendre quelque chose, ce n'est pas pour te vendre de la commission d'affiliation, c'est vraiment pour te partager une expérience. Et si je fais le refus de l'affiliation, c'est vraiment pour te partager en toute transparence des choses dans lesquelles je crois. Les gens, quelquefois, peuvent mettre leur réputation en jeu pour de l'affiliation, pour obtenir des revenus, pour essayer de trouver des nouvelles sources de revenus sur leur communauté. Moi, j'ai du respect pour toi qui écoutes cette vidéo. Je te partage des choses que je fais, je te partage des gens en qui je crois. Et tout ça, pour te prouver à quel point j'y crois, c'est que je ne prends même pas d'affiliation. Et tous les interviews, il n'y aura pas de commission d'affiliation. Je vais essayer de diviser ce vlog sur le départ en 3 parties. Alors c'est toujours difficile en voiture de surcroît, parce que je ne suis pas sur le siège passager, je conduis. C'est toujours difficile de suivre un plan, mais je vais essayer de suivre ce plan qui est en fait mon raisonnement, ce qui permet en même temps de partager une expérience, et c'est assez facile. Je n'ai pas la prétention de dire que c'est la science exacte, mais à minima, c'est la sincérité à l'état pur. La première chose dont je vais parler, je pense, va être le choix patrimonial de l'expatriation. Donc, on va parler de création de patrimoine d'actifs, de création de valeur nette. On va faire un comparatif création patrimoniale versus destruction fiscale, de l'optimisation fiscale qui est une expatriation.
c'est de détruire les impôts, une optimisation fiscale. Et je vais ensuite te partager mon objectif, et ce en toute transparence. Au moins il sera posé. Et ensuite, le fait que j'atteigne cet objectif ou pas dépendra uniquement de moi. Et si je ne l'atteins pas, je pourrai m'en valoir qu'à moi-même. Nous allons donc commencer en sortant de la ville de Tallinn. On est vraiment à la sortie de la ville de Tallinn pour ceux qui reconnaissent. Donc on est en destination du sud. Il fait un temps merveilleux, il fait 20 degrés. On va parler du constat de l'expatriation, et je trouve ça très bien de partir de Tallinn et d'avoir eu de l'expérience et du retour d'expérience de l'expatriation. J'étais avec une investisseuse immobilière juste avant de partir, et pour cela c'est super intéressant de pouvoir te partager ça et d'essayer de t'apporter de la valeur au travers d'un format qui est une discussion. C'est comme si tu étais avec moi sur le siège passager et qu'on parlait de ça. Il va bien falloir comprendre, avant de commencer, que même si quelquefois je peux donner un avis tranché, et je vais reprendre une expression de Cédric sans me l'approprier, l'intelligence se trouve dans la nuance, et qu'il faut savoir allier les deux. Je suis pas contre l'expatriation, je suis contre l'expatriation faite n'importe comment. Mon but, quand je conseille les gens, quand je donne du contenu sur Internet, les gens peuvent penser que on sort de Tallinn, c'est les panneaux de la sortie de la ville. Et prochain changement de destination, 109 km. Je veux pas opposer les deux. Je veux pas opposer le court terme face au long terme. Et je pense qu'en fait, tout choix doit être animé par un certain court-termiste, qui est le choix de l'entrepreneuriat, mais sans pour autant négliger le long terme. Et c'est de cette manière dont je parle de l'expatriation, c'est de considérer un choix court terme tout en y apportant une vision long terme à l'expatriation. C'est comment tu vas faire pour la structurer la mieux possible. Il ne faut pas donc ignorer les possibilités, il faut savoir les comparer pour faire le meilleur choix. Lorsque tu pars dans un pays, généralement, tu vas comparer que la fiscalité. Mais il faut tout comparer, et c'est ce que je vais essayer de faire dans cette vidéo. L'intelligence se trouve dans la nuance. Et le but pour toi, c'est d'avoir le meilleur des deux mondes et ne pas forcément reproduire des erreurs que je vois sur des personnes. J'ai un retour suffisant pour te partager ça. C'est de faire les bons choix, et les bons choix structurés. Dans l'interview avec Cédric, justement, on a échangé sur cette problématique d'expatriation d'une vision patrimoniale. Et je vais donc te partager ici ce que j'essaye de mettre en place. Je dis bien j'essaye. Je n'ai pas la prétention que ça soit la solution parfaite, mais je pense qu'elle mérite d'être partagée, qu'elle mérite d'être considérée pour toi qui es entrepreneur. Et essayer de mixer le meilleur des deux mondes. La création au travers de l'expatriation, tout en ne négligeant pas une possibilité de revenir en France, sans pour autant avoir un retour définitif. D'ailleurs, Cédric l'a dit clairement. Même s'il est fan de sa nouvelle vie d'expatrié, il a dit que s'il n'avait pas des enfants et une famille, il ferait exactement le même choix et il appliquerait la même stratégie. Et je ne veux pas m'envoyer de fleurs qu'il a considérées de brillantes. Le levier bancaire à l'étranger, c'est-à-dire la possibilité d'emprunter, qu'on soit honnête et qu'on soit franc, et tu peux faire le test toi-même, il n'arrive pas à la cheville du levier bancaire français ou du levier bancaire belge, ou même espagnol, s'il y a des Espagnols qui nous suivent. Et quand tu parles des possibilités de levier bancaire que tu as en France à des étrangers, et je parlais avec quelqu'un qui est dans la construction, qui est dans l'immobilier, dans la promotion immobilière en Estonie, quand on lui dit les emprunts à 110%, quand on lui dit tout ça, ils sont juste là, waouh, putain, vous avez une chance et vous mettez pas 25% d'apport? Non. Oh, putain, mais il faut qu'on aille en France. Oui, mais il y a un peu plus d'impôts. Ah ouais, non, mais on va tout cartonner. Donc tu vois, c'est important aussi de discuter avec des locaux, d'échanger avec des professionnels et ne pas rester uniquement dans un réseau franco-français, y compris à l'expatriation, ce qui te permet de te rendre compte des bonnes choses et des mauvaises choses. Les techniques bancaires
pour mettre en place un gros patrimoine, et ce rapidement, quand je dis rapidement, hein, c'est pas en 3 mois, hein, c'est avec un horizon temporel, c'est de faire ce que font des entrepreneurs sur toute une vie, sur un horizon temporel un peu plus court qui va être un horizon temporel de 5 ans. C'est pour te donner un ordre d'idée. Ce n'est pas de raisonner en cash flow. Je ne cherche pas à vivre de l'immobilier. En France, avec des salaires que tout business internet peut nous verser, on peut arriver à des résultats sur plusieurs années de 3, 5, 7 millions d'euros en maîtrisant le système bancaire, en sachant s'exprimer également vis-à-vis d'un banquier. À l'étranger, pour arriver à ce niveau de financement, qu'on soit sincère, il va falloir avoir 750 000 euros de trésor. Il va falloir 750 000 euros d'apport pour arriver à ce résultat-là. Et je vais être transparent avec toi. Moi, les vidéos, elles sont faites de manière transparente. Je ne les ai pas. Donc, le choix, la question est vite répondue, comme dirait un grand philosophe entrepreneurial. Alors, même si le rendement, la fiscalité à l'étranger est plus intéressante, et donc que ton cash flow va être beaucoup plus important, on ne s'enrichit pas avec le cash flow. Et ça, à partir du moment où tu le retires et que tu ne cherches pas à vivre de l'immobilier, tu t'enrichiras en immobilier. Si tu cherches à t'enrichir en immobilier, à gagner de l'argent avec de l'immobilier, tu feras des stratégies de gagne petit, tu feras les mauvais choix, tu prendras un choix fiscal. Tous les web entrepreneurs autour de l'immobilier te disent que la défiscalisation, c'est la pire chose qu'il faut faire, mais ils sont tous là à te recommander le statut de LMNP. Un statut de défiscalisation. Mais va chercher la cohérence dans leurs propos. On s'enrichit avec l'amortissement du capital. Écoute le podcast, je te le mets en lien, il est gratuit, il n'y a rien à vendre dans le podcast. Et tu vas avoir un déclic. Toutes les personnes qui l'ont écouté m'ont fait « Putain, la puissance du propos ». Donc, pour créer un genre de patrimoine résilient à l'épreuve des balles, à l'épreuve des crises et avoir un énorme filet de sécurité, un retour en France est quelque chose de cohérent avec cette stratégie. Retour en France temporaire ou permanent. Quand tu as mis les bons outils en place, que tu t'y connais en matière étrangère, que tu as mis des outils de structuration en place et tout ça, et on en parlera dans un live avec, je ferai un vlog avec Oussama Hamar, on fera semblant qu'il est sur le siège de la voiture, sur ses dernières vidéos. Il faudra mettre cette stratégie en place et le retour est pour moi le choix le plus cohérent possible. Car pour emprunter, il faut être résident fiscal français. Il y a des gens qui ciblent ma communauté, qui t'expliquent que tu peux emprunter en étant à l'étranger. C'est du bullshit. Leur marketing, il suffit de prendre leurs chiffres et d'y mettre un peu de raisonnement pour se rendre compte que dans l'élaboration de leur marketing, ils n'ont pas été très bons. Ils te promettent d'emprunter à 8%, mais eux sont à 4%. Ils t'expliquent avoir 5 millions de patrimoine, mais avoir 70 000 balles de cash flow et 200 000 balles de loyer, ce qui fait 120 000 balles de remboursement de crédit. T'as pas un patrimoine de 5 millions avec 120 000 euros de remboursement de crédit, à part si tu empruntes sur 50 ans. Le retour en France, je vais travailler mon profil emprunteur et je vais emprunter en tant que personne physique, pas de société. Retiens que la sophistication, la simplicité est la sophistication suprême. C'est Léonard de Vinci qui a dit ça. Plus tu feras simple, plus ça sera aisé d'avoir des résultats. Si tu commences à mettre des holdings, des double holdings et tout ça, ça sera difficile. Soyons simples. Efficacité rime avec simplicité. Bon, tu me diras que efficacité rime aussi avec complexité, mais gardons les choses simples. Donc le retour en France, pour emprunter, il faut être résident fiscal français, il est indispensable. Et pour cela, tu vas voir deux options que je vais détailler ici. La première option, c'est la mienne, c'est se servir d'une expatriation et d'avoir structuré l'expatriation avec cette pensée. C'est d'avoir une expatriation temporaire. C'est s'expatrier, permettre à son business d'exploser, d'accord?
et de travailler ton profil en ayant des avantages indéniables. La facilité, notamment de développer un business, on est en Estonie, c'est imbattable. Mais si tu veux mettre une stratégie patrimoniale en Estonie, c'est impossible. C'est strictement impossible. Tu ne pourras pas emprunter sans 5 ans de résidence. Tu restes là 3 ans, 2 ans de retour en France, tu bâtis 5 millions, tu reviens en Estonie ensuite à la limite, si tu aimes l'Estonie. Et tu ne pourras pas emprunter dans les 5 premières années. Retourne ton ID card. Si tu ne me crois pas, va dans une banque. Demande juste une carte de crédit à ta banque estonienne. Tu vas voir le résultat. Mais au travers d'une expatriation temporaire, tu vas pouvoir mettre des outils de structuration qui vont te permettre que ce retour en France soit également temporaire et non définitif. Je pense ici notamment au concept de holding mobile que j'ai déjà évoqué à maintes reprises sur la chaîne, dont la localisation va dépendre également de tes choix et des envies, qui va te permettre de revenir ensuite, investir massivement en France, et une fois que tu as investi massivement en France, tu peux te rebarrer. Tu peux avoir le choix de repartir, tu peux multiplier tes choix. Mais si tu n'as pas ces outils, tu seras obligé de faire du one-shot, one-shot. Ta structure et le terme de holding mobile est ici parfait. La holding mobile, c'est pas ta société, elle ne te suit pas. Elle est fixe, mais elle favorise ta mobilité. Et c'est comme ça que je l'ai conçu, pour favoriser la mobilité des entrepreneurs. Pareil avec la méthode SC. C'est des techniques d'initiés qui vont te maximiser tes possibilités sans pour autant alourdir ta charge fiscale et ta charge opérationnelle. Si tu veux l'apprendre, il faut les connaître ou soit se faire accompagner. Tu ne le trouveras pas sur Internet. J'ai pas fait des prompts, j'ai pas encore coaché ChatGPT. Bien évidemment, le retour en France ne va pas être neutre fiscalement. Il va douiller. On va être sincère, surtout avec une stratégie de salarié. Les charges sociales qui font le plus mal en France, c'est ce que je vais me prendre. On peut l'optimiser, mais je vais me prendre les charges sociales dedans. Il va être coûteux, excessivement coûteux. Mais ce que tu vas bâtir au travers de cet investissement, il ne faut pas le voir comme une dépense, il faut le voir comme un investissement. Ça va être largement supérieur. Et même un pro de l'investissement comme Cédric, qui est passionné d'investissement, qu'on a interviewé sur la chaîne, Cédric Duminto, te dit que la stratégie, elle est redoutable. Qu'elle est redoutable. Même en adorant son expatriation, même si lui, dans sa situation actuelle, il ne peut pas la mettre en place. Et pour mettre ça en place, vu que c'est relativement particulier, il va falloir une stratégie bien particulière. J'essaye pas de faire du marketing, mais n'essaye pas d'avoir des résultats en faisant comme tout le monde, en faisant une LLC au Nouveau-Mexique sans comptabilité ou une limited ou n'importe quoi. C'est de mettre des outils en place. Si tu les mets pas en place, t'étonnes pas. Si tu vas à un rencard avec une nana et que tu sens la transpiration, t'étonnes pas du résultat. C'est exactement pareil. Si tu négliges ta structure comme si tu négliges ton apparence, les résultats sont exactement les mêmes. Ne t'attends pas à des miracles avec des choses banales. Mais les outils, ils existent, ils sont faciles à mettre en place, et c'est quelqu'un qui les met en place qui te le dit. Un avocat fiscaliste ne pensera pas à cette considération pratico-pratique. Il n'y pensera pas. D'où l'importance, comme on l'a dit dans la vidéo de l'expert comptable, de bien choisir son expert comptable, de choisir un partenaire et de savoir le téléguider. Lui dire, voilà, moi je veux faire ça. Si tu n'arrives pas à exprimer les choses, que tu ne connais pas les possibilités, tu n'y arriveras jamais. C'est d'avoir quelqu'un qui t'accompagne dans ton business, avec les mêmes visions que toi. Et ça, la notion de vision est capitale dans le choix de tes partenaires. Moi, j'ai une vision de personne, d'entrepreneur, de personne qui s'est expatriée, de personne qui met en place une stratégie d'investissement. Je suis très à l'aise pour te conseiller sur cette stratégie et te trouver les meilleurs outils. Outils que j'aurais peut-être voulu mettre en place moi dès le départ, que j'ai découvert ensuite en me disant mais putain, si on met ça en place, ça fait des sacrés effets de levier. Pense qu'un frugaliste, il conseille les frugalistes, un investisseur, il conseille des investisseurs, les entrepreneurs, ils conseillent des entrepreneurs. Aussi simplement que ça. Donc si tu fais confiance à un entrepreneur qui n'a que pour but de réduire sa charge fiscale, qui ne pense qu'au montant de l'impôt, il va te conseiller comme un frugaliste. À défaut de gagner beaucoup, au moins il te fera dépenser peu.
Si tu fais penser à quelqu'un, à un employé, et que tu veux une vision d'entrepreneur, il te conseillera comme un employé. Pense à cette vision, entrepreneur, investisseur, non frugaliste. Ça fait une sorte de transition pour la deuxième partie que j'avais dit, le calcul patrimonial versus le fiscal. Tu vois, j'ai parlé de frugalisme, c'est-à-dire à défaut de réduire uniquement mes impôts, je vais les augmenter, mais est-ce que le choix est intelligent ? Ce qui nous intéresse à nous entrepreneurs, c'est combien d'argent tu mets dans la machine et combien ça te rapporte. Si demain tu mets 100 000 euros de pub TikTok et que ça te rapporte 100 000 euros, et que si tu mets 100 000 euros de pub Facebook et que ça te rapporte 130 000 euros, mais tout le monde va mettre de la pub Facebook et pas de la pub TikTok, tout simplement. C'est ce que ça nous rapporte, le coût par rapport, ce que nous rapporte par rapport au coût qu'on dépense, tout simplement. Qu'est-ce qui me rapporte le plus, sincèrement? Économiser des impôts ou créer des actifs? C'est ça la question. C'est aussi simple que ça. Et c'est la question que tu peux te poser. Et c'est tout à fait logique. Lorsqu'on parle expatriation, on ne compare que les impôts. C'est-à-dire, je gagne 100 000, je paye 25 000 euros d'impôts. Si je me verse 3 000 euros de salaire, il me reste tant. Le net in the pocket, et bien, si je gagne 100 000 euros en Estonie, ben, je n'aurai pas d'impôts, je payerai tant. Ou si je vais à Dubaï, il me restera 100 000 euros. Voilà, c'est ça. La charge fiscale, on compare à résultat équivalent. D'après mes calculs, et je tiens à le préciser, je n'ai pas fait maths sup, maths spé, mais quand même j'ai un master en finance. Avant d'avoir fait du droit, j'ai un master finance et en corporate management. Donc, calculer des valorisations, calculer on calculait même le bêta pour les entreprises, on calculait même les futurs flux de trésorerie, tout ça. Je suis pas un matheux, mais je suis pas débile avec les chiffres. Donc, d'après mes calculs, avec la stratégie mise en place qui peut évoluer selon les résultats, selon le capital dont je disposerai à ce moment, selon les résultats que j'aurai en fin d'année sur le business actuel, d'après mes calculs, j'estime le coût fiscal, et c'est quasiment à l'euro près, hein. C'est par rapport au salaire que je vais me verser, les impôts que je vais payer, les cotisations sociales que je vais payer, l'impôt sur les sociétés, le global, hein. Je te fais une enveloppe globale, hein. Je ne parle pas en chiffre d'affaires, hors taxes, TTC, tout ça. C'est un chiffre précis qui est arrondi. J'aurais pu faire du marketing et dire 98 841 euros et 51 centimes. Non, on va faire simple. J'estime le coût fiscal de cette opération à 200 000 euros. C'est ce que j'ai dit dans la vidéo. 200 000 euros qui pourront être revus à la baisse, qui pourront être revus à la hausse. On compte 20%. Sur une période de 24 mois à 36 mois, si je dois étendre la période, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Il peut y avoir une période où les prix continuent à baisser, peut-être plus intelligent. Donc, c'est pour un investissement en 2024, pas dans la précipitation. J'avais fait une vidéo à ce sujet, j'étais sur les mêmes chiffres, 200 000 balles. 200 000 euros que je vais dépenser alors que je n'avais pas besoin de les dépenser. C'est l'argent que je vais dépenser en plus. Donc, grosso modo, c'est ton économie fiscale de l'expatriation. Quelqu'un qui réaliserait ces mêmes chiffres en France et qui s'expatrierait, gagnerait 200 000 euros, que ça soit en termes professionnels sur sa société. Pense que quand tu es entrepreneur, tu dois prendre en compte ta société et ton imposition personnelle. C'est 200 000 euros que je vais dépenser en plus. C'est si je vais en France et que je m'expatrie, j'économise 200 000 euros. D'accord? Donc c'est le chiffre qui motive l'expatriation fiscale. C'est tout simplement l'écart d'impôt, celui que tu cherches à obtenir lorsque tu vas t'expatrier. Si j'achète 3 millions d'euros avec du financement à 100%, je vais amortir le crédit et on rappelle, on s'enrichit avec l'amortissement du financement et pas avec le cash flow. Et pour faire simple, on fait très simple, c'est un peu moins, mais on fait simple. Je vais amortir environ 150 000 euros de capital par an. 3 millions sur 20 ans, tous les ans tu rembourses 150 000. Donc tu crées 150 000 euros d'actifs. Tu crées un actif net de 150 000 euros. Et on raisonne en actif net. Si demain, je ne vais pas dire demain, en ayant 3 millions d'emprunts, je ne vais pas dire ouais, je suis multimillionnaire internet, j'ai 3 millions de patrimoine. Non,
J'ai zéro patrimoine. Au bout de la première année, j'ai 150 000. Au bout de la deuxième année, 300 000. Tu amortis le capital. Tu retires les dettes. Tu retires les dettes de la valeur. Sur 2 ans, ça fait 300 000 euros. On fait simple. On reste simple. On ne va pas rentrer dans des formules mathématiques. On fait simple. Donc, en gros, c'est un investissement à 150, je mets 100 000 euros dans la machine pour créer mon profil emprunteur, pour pouvoir emprunter, je paye plus d'impôts pour avoir accès à ce levier bancaire et ça me rapporte 150 000 euros. Quoi qu'on dise, c'est 50% de rentabilité sur mon investissement. Sur les 2 ans. Je mets 100K dans la machine, par an, elle m'en sort 150 000. Donc en soi, patrimonialement parlant, c'est un choix d'enrichissement ultra pertinent. On est d'accord. Qui ne le ferait pas? Pire encore, en tant que je vais devoir créer ce profil emprunteur, je vais devoir le créer pendant 2 ans, mais l'amortissement du capital, il va durer sur toute la durée du prêt. Je mets cette stratégie pendant 2 ans, mais cet amortissement du capital va perdurer sur les 18 prochaines années si j'emprunte sur 20 ans. Juste en remboursement crédit. Je ne parle pas de vivre de l'immobilier où se crée un nouveau flux de revenus. Je ne parle pas de ça. Donc 200 000 euros pendant 2 ans, en mettant ça dans la machine, me permet de sortir 150 000 euros par an pendant 20 ans. Qui cracherait dessus? Qui peut se permettre de cracher dessus? Et faisons simple. Même si l'immobilier se casse la gueule, parce que j'ai des gens qui m'ont dit paye en déclin, nani, nana. Mais même si l'immobilier se casse la gueule, que ce que j'ai acheté 3 vaut 1,5 million d'euros, j'aurais toujours mis 200 000 balles dans la machine et au bout de 20 ans, j'aurais 1,5 million. Donc j'aurais fait cette fois sur l'investissement. Non, même en se cassant la gueule de 50%, t'es toujours là. Et si demain ça se casse de 50%, t'inquiète pas, ça sera pas le seul endroit où il y aura des problèmes, on va dire. Tu vois ce que je veux dire? Même en prenant le pire des scénarios. Quel business internet, aussi passif soit-il, va te permettre, en injectant 100 000 euros pendant 2 ans, de créer une rente sur les 18 années suivantes, sans prendre en compte l'appréciation du bien, sans prendre en compte les plus-values latentes, sans prendre en compte l'arbitrage et les opérations d'achat-revente, sans prendre en compte la possibilité de financer encore plus sur la marge hypothécaire. Qu'est-ce qui te permet de faire ça? Rien. Et j'aime pas l'immobilier. J'aime pas ça. Mais par contre, j'aime l'aspect ingéniosité, arriver au maximum, avoir ce challenge de dire « Ouais, les gens disent que c'est impossible, je vais le faire. » Mais restons simples, prenons la valeur. Ne parlons pas de plus-value, ne parlons pas d'arbitrage, ne parlons pas de financement de marge hypothécaire. Parlons simplement de ce qui peut être réalisé. Donc d'un point de vue fiscal, c'est du suicide dit comme ça. D'un point de vue patrimonial, c'est un investissement ultra rentable. La question, est-ce que ma détestation des impôts est suffisante? Est-ce que je suis le libertarien qui trouve que payer des impôts c'est mal pour refuser ça? Il y a des gens qui sont comme ça. Il y a des gens qui refusent, c'est mal qui refusent de payer des impôts, je les respecte. Mais à ce moment-là, qui ne parlent pas d'enrichissement. D'un point de vue patrimonial, le choix, il est brillant et la technique, elle est, c'est pour ça qu'elle est évoquée de brillante et c'est pas pour m'envoyer des fleurs. C'est les autres personnes, des investisseurs qui la qualifient de comme ça. Au final, toi, tu ferais quel choix? Je serais curieux d'avoir dans les commentaires ton avis. Dans les commentaires ton avis et pas de trucs géopolitiques, avis comme ça. Moi, je m'en fous de la politique, je m'en fous des trucs. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le résultat et c'est de faire le maximum avec le moins possible, économiquement. Est-ce que tu préfères une démarche de radin, de gagne petit ou une démarche créatrice de richesse, créatrice de patrimoine, génératrice d'options et de liberté à terme? Parce qu'après, tu peux aller où tu veux une fois que ça gagne. N'hésite vraiment pas à me le dire dans les commentaires.
Est-ce que tu serais prêt à faire ça? Est-ce que tu considères que c'est débile? Est-ce que tu considères que si tu penses que tu peux atteindre ces résultats, est-ce que tu ferais la même chose ou pas? Certains peuvent penser, et c'est totalement entendable, moi je ne suis pas là pour juger à part quand il y a des avis débiles et non argumentés. Certains peuvent penser qu'on peut le faire à l'étranger, facilement. Mais je vais te le dire sincèrement et en partant d'Estonie, la vérité elle est tout autre. Elle est tout autre. Et tu as des entrepreneurs sur Internet qui partagent tout. Tu as les mecs qui vivent depuis 5 ans en Estonie, ils ont 1 million de patrimoine. En 2 ans, tu fais 5 fois plus en gagnant 10 fois moins que lui, quoi. Donc, il faut être logique. Hein. La France est certes un enfer fiscal, mais elle reste tout de même un paradis bancaire. Quand tu la quittes, tu as une bouffée d'air d'un point de vue fiscal, mais tu as un putain de coup de massue d'un point de vue bancaire. Et croire que c'est partout pareil, qu'en fait ce qu'on a en France c'est partout pareil, ben, en fait c'est comme quand tu es à l'étranger que tu dis mais si tu veux aller vivre en France tu vas payer beaucoup d'impôts et que les gens qui vivent en Estonie pensent que s'ils vont vivre en France ils vont payer autant d'impôts qu'en Estonie. C'est exactement pareil. Tu as des bons aspects, tu as des mauvais côtés, il faut tous les connaître. Comme je te l'ai dit, je suis sur le retour d'Estonie. En étant sur le retour d'Estonie, putain l'Ukrainien short le dépassement. En étant sur le retour d'Estonie, je vais prendre l'avion pour Berlin pour enregistrer le podcast d'IM. Hein. N'oublie pas de t'abonner et surtout écoute le podcast numéro 2. Tu vas beaucoup mieux comprendre ce que je veux te dire dans cette vidéo. Il est indispensable. Et pendant que j'étais en Estonie, donc là je suis entre Tallinn et Pärnu. C'est les flics en face? Ah non. De toute façon, je roule tranquille, donc j'ai rien à me reprocher. Et pendant que j'étais en Estonie, comme je te l'ai dit, j'en ai profité pour rencontrer Cédric Dumanto, Rémi. Ça m'a permis de rencontrer également d'autres entrepreneurs, et notamment un entrepreneur installé à Tallinn depuis 1995. C'est-à-dire le mec, il a un énorme recul et il est investisseur immobilier en plus. Il est installé en Estonie depuis 20 ans. Il adore l'Estonie. J'aime beaucoup l'Estonie. L'Estonie a des avantages. Elle a plus d'inconvénients que d'avantages, selon moi. Mais passer une semaine comme ça, j'ai kiffé énormément. Comme passer une semaine l'été dernier, c'est inspirant. Tu rencontres des gens intéressants. Bon, t'as pas grand-chose à faire, c'est un peu mort. Mais passer une semaine comme ça, si tu es entrepreneur, n'hésite pas à y aller. Tu vas rencontrer des gens intéressants, tu vas rencontrer des gens inspirants et ça va t'aider. Et cette personne qui était investisseur immobilier, j'ai échangé avec lui. Et c'était très intéressant d'échanger avec lui. Notamment sur l'aspect bancaire estonien, sur la possibilité d'emprunter. Le mec, ça fait 20 ans qu'il est là. Il a l'historique. Je ne sais pas s'il parle estonien, mais il s'intéresse à l'immobilier. C'est intéressant d'avoir le retour d'un investisseur immobilier pour comparer les deux. Et d'avoir un retour sur les possibilités, savoir si c'est moi qui exagère. J'aime bien être dans l'extrême, et comme je le disais en reprenant l'expression de Cédric, l'intelligence se trouve dans la nuance. Est-ce qu'il faudrait que je nuance un peu mon propos? C'est la question. Pour résumer, il a fait très simple, hein, on avait la même banque en Estonie. Hein, les banques en Estonie, elles sont merdiques. Je prends, oui, une phrase. Et c'est pas moi qui le dis. C'est lui qui les pratique depuis un certain temps. Et ce qui est dommage, c'est que la rentabilité, quand on parle de rentabilité, il n'y a pas que le rendement, la sortie. Bon, je me suis fait reprendre plusieurs fois sur le podcast, donc je fais attention. La rentabilité est incroyable en Estonie. Il a acheté des projets qui ont fait en quelques années plus 50%. Il y a énormément d'opportunités. Les gens travaillent à une vitesse en Estonie, les artisans, mais c'est juste déconnant. J'y étais l'année dernière, en août, un peu moins que l'année dernière, donc ça doit faire 9 mois. Et il y avait juste les travaux à Rotermani, pour ceux qui connaissent. Et là, aujourd'hui, il y a 2 tours qui sont quasiment finis.
C'est juste impressionnant à la vitesse où ils construisent, à la vitesse où ils font les choses. C'est pas en France où ils attendent pendant 6 mois pour avoir le permis de construire. Donc, beaucoup de possibilités. Et les biens, ils prennent 50% en 3-4 ans sur des ventes sur plan. Mais le manque de levier bancaire ou la faiblesse de celui-ci, on ne va pas parler uniquement de manque, à son niveau, on va parler de faiblesse, ça réduit les possibilités. Et j'ai pu notamment échanger avec lui sur ce que je dis à beaucoup de personnes et que beaucoup de personnes ne relèvent pas, c'est le fait de la question du résident temporaire. Quand tu t'installes en Estonie, tu n'es qu'un résident temporaire et les banques ne te prêteront pas. Va demander une carte de crédit, va demander un financement. Si tu es arrivé en Estonie depuis moins de 5 ans et que tu n'es pas résident permanent. Quand tu arrives en tant que Français, Belge ou n'importe quel pays, c'est pas uniquement les Français, tu obtiens une résidence temporaire comme un mec qui vient du Burkina Faso en France, quoi. Et elle dure 5 ans. Et honnêtement, ensuite, tu as la résidence permanente. Et les banques, jusqu'à ce que tu aies cette résidence permanente, elles sont, déjà qu'elles ne sont pas très prêteuses, elles sont encore moins. Donc ça serait dire un peu comme si les Estoniens étaient chaleureux. Petite pique, les gens qui vivent ici reconnaîtront. En gros, elles ne veulent pas te prêter ou très difficilement, elles ne veulent même pas te faire une carte de crédit. Donc, tu peux faire le test. Bien évidemment, si tu fais 80% d'apport sur ton bien immobilier et que tu fais un crédit de 1 mois, oui, techniquement, à ces conditions-là, je pense qu'elle te finance. Et même si c'est pas aussi catastrophique ailleurs, c'est quelquefois aussi difficile. Et je vais te dire, un expatrié d'un point de vue bancaire, c'est partir avec un inconvénient. Ça rend les choses plus difficiles. Et c'est logique en soi, tu n'as pas d'attache avec le pays, tu peux te barrer à tout moment. Et si tu te barres, comment on va faire s'il y a des problèmes à l'étranger, savoir dans quel pays tu vas? C'est normal, c'est logique même. Et je ne comprends pas pourquoi les gens n'y pensent pas et pourquoi je n'y avais pas pensé avant d'aller voir les banques à l'étranger. Donc oui, à l'étranger on gagne beaucoup de taxes face à l'enfer fiscal français, c'est indéniable. Mais on perd encore plus de levier bancaire car nous pensons que les banques étrangères sont comme les banques françaises. Et on pense que c'est partout pareil. Mais ce n'est pas du tout le cas. Donc ce n'est pas par plaisir, même si les plaisirs de la bonne bouffe à la française, le bon fromage, le bon vin, le bon pâté, le bon magret de canard, les bonnes patates à la graisse de canard me manquent énormément. Sur ça, je suis plus un jouisseur qu'un bâtisseur. Mon choix, il est motivé par des raisons économiques. L'objectif pour faire simple, j'ai pas envie de faire un épisode Netflix et ça doit faire 35 minutes si je me fie à la caméra. L'objectif va être de créer un patrimoine résilient, de créer des options à terme qui vont me permettre d'être libre et d'atteindre un peu le vachier et d'avoir des sources d'enrichissement complémentaires et de créer des actifs et pas juste des flux de trésorerie. Un business internet est générateur de flux de trésorerie, mais pas d'actifs. J'échangeais avec certaines personnes qui me disaient « Cela me ferait chier de rentrer en France ». Et c'est totalement vrai, et ça me fait chier. Ça me fait chier quand tu vis à l'étranger, que tu vois les bons trucs à l'étranger, que tu te dis « Putain, dans la 6e puissance mondiale, on n'a pas ça ». Ça te fait chier de rentrer, en plus de payer 4 fois plus d'impôts. Ce n'est pas par plaisir. Je préfère limite être encore à Dubaï, pour la petite blagounette. Mais l'objectif, il est simple. Et soyons honnêtes un instant. Soyons transparents. Et c'est ce que je dis à certains avec qui j'ai pu échanger sur ce sujet. Quand tu pars dans un pays pour les impôts, comme par exemple l'Estonie, et je suis en Estonie en ce moment, soyons honnêtes, tu y pars pour les impôts, pas pour le pays au départ. Et une fois que tu y es, tu y trouves des avantages qui te confortent dans ton choix. Sous forme de biais de confirmation, je ne fais pas de la sociologie, donc je ne vais pas me faire reprendre dans les commentaires. Est-ce que c'est aussi incompréhensible et incohérent de faire l'inverse? De rentrer pour créer un maximum de patrimoine pour ensuite pouvoir aller où tu vas sans te soucier. Je rentre pas pour limiter les impôts, je rentre pour l'IMO. J'y vais pour l'enrichissement. Et quand tu t'expatries, tu vas dans un pays où tu as moins d'impôts. Moi, je m'expatrie dans un pays où j'ai plus de levier bancaire.
Donc, quand tu t'impatries, tu vas favoriser ça. Et en matière d'enrichissement, tu as deux choix. Dépenser moins, la méthode du frugaliste et de l'expatriation uniquement fiscale. Gagner plus, c'est la méthode de l'entrepreneur et la stratégie entrepreneuriale. Et l'expatriation entrepreneuriale. Et c'est pour ça que je vous dis, formez-vous, même si je suis un vendeur de formation pour certains, mais avec les bons outils, les bonnes possibilités, vous allez maximiser ça. Si j'avais créé une LLC en allant à Dubaï, je ne pourrais pas mettre cette stratégie en place. Si j'étais allé en Estonie avec une méthode SC, j'aurais eu encore plus d'effet de levier. Je regrette. Si je te le dis, c'est que je l'ai constaté d'un point de vue opérationnel. Donc n'hésite pas. Après, si tu veux faire la méthode simple pour structurer ton pilier d'enrichissement numéro 1, fais comme tu le souhaites. Mais ne viens pas mettre dans ton titre et dans ta bio que tu es un entrepreneur. Tu es un entrepreneur salarié de tes flux de trésorerie. L'objectif, et attention, je vais me faire accompagner. Donc, je ne vais pas le faire par moi-même. Je ne vais pas juste acheter une formation, me promettant de vivre de l'immobilier ou de devenir un futur entier, personne n'est visé. Va me permettre de lever, oui, plusieurs millions d'euros sur un patrimoine diversifié avec l'expertise de la personne, résilient tout simplement. Et je ne vais pas regarder à la dépense. Je vais me faire accompagner, je préfère payer quelqu'un des commissions, je préfère payer des honoraires d'accompagnement, des commissions de chasse immobilière qu'aller chasser moi-même. Je ne vais pas y arriver. Je vais m'appuyer également sur une expertise dont je dispose, l'expertise bancaire, les leviers. Et regarde les avis pour ceux qui sont inscrits au mastermind de Bankable. Les avis parlent d'eux-mêmes. L'expertise corporate pour tout ce qui va être structuration et surtout voie d'issue, voie de départ. Parce que tu ne le fais pas une fois que tu l'as fait. Tu le prévois en amont. J'ai toute l'année pour le mettre en place. C'est déjà mis en place. Tout est prêt. Je pourrais rester en France si j'ai envie. Je pourrais partir si j'ai envie après d'avoir fait ça. D'ailleurs, en parlant du Bankable, tu peux postuler pour développer toi-même ta première expertise qui peut te servir uniquement, pas uniquement pour l'IMO, mais qui peut te permettre pour créer des actifs, te servir de ton business pour créer des actifs. Et tu peux te préinscrire pour le prochain programme Real Estate Pro où ça sera concentré que sur les outils corporate pour faire le maximum et en évitant tous les biais et toutes les erreurs. Tu trouveras les liens dans la description. C'est aussi simple que ça. Il n'est de si bonne compagnie qui ne se quitte. Donc il va être temps pour moi de conclure cette vidéo, telle l'habitude. L'opportunisme, et celui-là, j'espère que je ne vais pas doubler au seul endroit où il y a un radar fixe, parce que celui-là, il est quand même assez mou. Il n'est de si bonne compagnie qui ne se quitte. Un opportuniste, un entrepreneur est un opportuniste. C'est la qualité numéro 1 de l'entrepreneur. Même si ce terme, il te paraît négatif, en réalité, c'est la compétence number 1 que tu dois avoir. C'est la plus importante. Chercher des opportunités et prendre la meilleure opportunité en sachant que tu ne peux pas toutes les saisir à la fois. Autant Bernard Arnault, qui est allé très tôt en Chine, a saisi une opportunité, que toi, pour développer ton entreprise, tu dois saisir des opportunités. Que Yomi Denzel, qui a pris Oussama Hamar sous son aile pour se diversifier de l'e-commerce et apporter une nouvelle corde à son arc, et pas un nouvel arc à sa corde. Bon, il est un peu chétif le Yomi Denzel pour prendre Oussama sous son aile, mais t'as compris l'idée, Et quoi qu'on dise, pour comparer deux opportunités entre elles, faut encore avoir la donnée et pouvoir l'analyser et savoir ce que tu peux faire, d'où l'importance de te former. Je le répète, mais moi-même je me forme, moi-même, un vendeur de formation. Oh, c'est quoi cette voiture arrêtée là-bas? Ça sent le poulaga, quoi. C'est combien? Je sais pas si c'est moi qui ai l'habitude... c'est l'habitude française de voir des flics partout dès qu'il y a une voiture arrêtée. À titre personnel, je ne serais jamais rentré en France si je ne m'étais pas formé, si je n'avais pas pris conscience. Car je n'en avais pas conscience et je ne pouvais pas comparer par rapport à l'expatriation. Par contre, je sais comment il est à l'étranger parce que je m'y suis intéressé, je me suis renseigné et j'ai fait les démarches. Donc je peux comparer les deux désormais et je sais quel est le meilleur choix. Comparer l'aspect fiscal à l'aspect création patrimoniale et me rendre compte que l'écart fiscal ne suffit pas à compenser
la création d'épargne. Et quand je compare, que j'additionne, que je soustrais, le chiffre qui me reste en bas de la page et pas en haut de la page est beaucoup plus important. J'espère que ce vlog a pu t'inspirer, même s'il est sacrément long et que tu ne l'auras pas regardé jusqu'à la fin. Si tu l'as regardé jusqu'à la fin, n'hésite pas de me le mettre dans des commentaires parce que je te prévoirai quelque chose. N'hésite pas à nous rejoindre sur Telegram, sur Discord et nous mettre un petit commentaire pour le référencement. Je te remercie et je te dis à très vite. Ciao, ciao.